On a donc les deux cases, les dépenses et les recettes. Le circuit est bâti, si vous voulez, dans le sens suivant. Les dépenses, dans un premier temps, augmentent, mais génèrent des recettes. C'est-à-dire que ce que vous dépensez, comme ce n'est pas de l'eau qu'on verse dans le sable en regardant, tiens, il n'y en a plus, mais ce sont des salaires, ce sont des constructions, ce sont des choses que l'on met en place. Donc, ça provoque à son tour du salaire, des choses que l'on met en place, des choses que l'on achète. Au milieu, il y a la consommation populaire qui représente 53% de la richesse de notre pays, de la croissance de notre pays, de son activité. Alors, d'un côté, vous allez trouver tout ce qui va être dépensé, qui est massif. Investir dans la bifurcation écologique et les services publics, là, on ne parle pas des frais de personnel, on parle de ce qu'on construit, des écoles, tout ce qui est de la construction pour du service public ou de l'équipement. Ensuite, vous avez 1 million d'emplois dans les services publics et revalorisation des salaires des fonctionnaires, puisque tout a été gelé. Ensuite, il y a faire circuler la richesse, c'est-à-dire tout ce qui part de la caisse pour aller circuler sous forme de prestations, d'aides de toutes sortes qui sont données aux personnes. Et tout ça, donc, ça représente un bond de 250 milliards de dépenses supplémentaires à la fin du cycle, c'est-à-dire quand tout est arrivé à son maximum. C'est une somme qui est suffisante pour qu'on la remarque. Elle vous impressionnera peut-être, mais je vous invite à ne pas trop vous laisser impressionner, parce qu'au total, ça représente des progressions de dépenses qui sont pour une part inférieures à ce qui a déjà été constaté, notamment dans les deux périodes de crise qui ont été celles de M. Sarkozy ou celles de M. Macron, et qu'à la fin, les 250 milliards par an étant dépensés dans les conditions présentées par le programme L'Avenir en commun, nous avons un retour en recettes de cotisations sociales, évidemment, puisqu'il y a plus de gens qui travaillent, en impôts sur le revenu, évidemment, puisque les 10% les plus pauvres de notre population voient leur pouvoir d'achat augmenter de 16 points. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont immédiatement réduits à la misère, c'est les 10% les ultra-riches de notre pays, dont le pouvoir d'achat diminuera de 4%. Mais là, donc, vous avez des cotisations, des impôts sur le revenu et de la TVA. J'en profite pour vous dire à quel point je trouve insupportable tous les grands esprits que je vois défiler sur des plateaux qui disent qu'il y a la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts. Non, tous les Français payent des impôts, et ça s'appelle la TVA. Et les plus pauvres sont ceux qui en payent le plus, parce que c'est pour eux que la TVA est le plus injuste. Donc, impôt sur le revenu, cotisation et la révolution fiscale, dont vous connaissez les grands traits. Premier point, c'est l'impôt universel, c'est-à-dire où que tu sois sur Terre, sur Mars, en enfer ou au paradis, tu payes ta part d'impôt. Et la différence qu'il y a entre l'endroit où tu te trouves et où tu payes des impôts, est-ce que tu aurais payé en France? Deuxième point, c'est l'impôt sur les entreprises, impôt universel, donc on leur court derrière et on rattrape pour qu'ils payent la part d'impôt qu'ils doivent quand ils ont vendu et fait de belles affaires en France. Quels moyens avons-nous de le savoir, cette somme mystérieuse qui serait impossible à capturer? Pas du tout. Vu que tout ce qui se paye dans ce pays se paye avec de la TVA, nous savons exactement, à l'euro près et au centime d'euro près, qui gagne quoi dans notre pays, puisqu'on peut en connaître le chiffre d'affaires. C'est donc l'impôt universel, c'est les 14 tranches d'impôt qui fait que le système actuel tombe par terre, parce qu'il n'est que sur 5 tranches, donc le baudet qui est au milieu porte tout, et on lui dit « Ah, vous n'allez quand même pas augmenter les impôts, hein ?» Tout le monde dit « Non, non, on en porte déjà assez. » Mais quand vous étalez sur 14 tranches, il est clair que le poids qui pèse sur chacun n'est pas du tout le même, et il est certain qu'au bout de la chaîne, on paiera beaucoup plus. Alors, j'en profite aussi pour rappeler que quand nous disons que la dernière tranche paiera 90%, souvent on me dit « Alors, vous voulez tout prendre pour ceux qui sont riches ?» Non, je vous répète que le système des impôts, c'est tranche par tranche qu'on paye une proportion. Donc, quand on paye 90%, c'est 90% de la dernière tranche, c'est-à-dire des sommes qui sont hors de portée de la plupart des Français aujourd'hui. Donc, pas d'inquiétude, la masse ne paiera rien du tout de plus. En dessous de 4 000 euros, jusqu'à 4 000 euros, tout le monde paye moins. 4 000 euros par tête de pipe. Ça vous donne juste une indication de ce qui s'est accumulé à l'autre bout. Parce que les catégories qui nous sont données, d'une manière générale, les instruments dont nous disposons pour mesurer ce que nous faisons sont souvent extrêmement piégés. Par exemple, compter le poids de la dette par rapport à une année de production. Et quoi encore? Le PIB, c'est-à-dire un indicateur très sympathique, hein, mais qui a une signification voisine de zéro, puisqu'on additionne des valeurs ajoutées d'un côté, dans la production réelle, et de l'autre côté, des dépenses de l'État, qui n'ont strictement rien à voir
les uns avec les autres. Et on calcule des proportions pour dire en France, oh, mon Dieu, 50% du PIB est consacré à l'État et à ses services. Ben oui, heureusement, parce que si vous ne comptiez que sur la valeur ajoutée qui est faite par les entreprises privées, d'abord, vous n'auriez que 1000 milliards. Deuxièmement, comme ils n'investissent pas, mais augmentent les dividendes, vous n'auriez pas de croissance et vous auriez une ponction parasitaire sur la société tous les ans égale au montant des dividendes qui auront été consommés. Par conséquent, je demande toujours à mes amis de manier les concepts, parce qu'il faut bien, et il faut bien qu'on parle la même langue pour pouvoir se critiquer, mais qu'on n'ait pas la bêtise d'aller croire que ça veut dire quelque chose. Comme par exemple, évaluer la dette chaque année en proportion du PIB. C'est une comparaison amusante. Hein. Bon, elle servait à faire peur jusqu'au moment où elle a tellement explosé que ça a donné une peur suprême, mais surtout à ceux qui l'engendraient. Car ceux qui ont engendré les plus grosses baisses du budget de l'État dans ce pays, ils portent des noms, c'est M. Balladur, c'est M. Sarkozy et c'est M. Macron. C'est eux qui ont fait exploser la dette tout en prononçant de doctes et indépassables paroles sur la nécessité de ne pas en faire. Et on rapporte le montant de la dette, 110, 120%, à la production d'une année. N'importe quelle personne privée, si elle voyait ce qu'elle doit rapporter à son revenu de l'année, se pendrait. Hein, si vous achetez une maison, si vous achetez en voiture et s'il faut la payer cash, et en un an, vous êtes mort. Donc on ne propose ça que pour l'État. Alors je rassure tout le monde, en toute hypothèse, rien n'est grave. Pourquoi ? Parce que la durée d'une dette moyenne, c'est 7 ans, et le niveau actuel de la dette publique rapportée à sa durée moyenne, c'est-à-dire 7 ans, ça vous fait à peine du 12% de la richesse d'une année, c'est-à-dire pratiquement rien. Regardez dans votre vie privée, si vous avez acheté quelque chose, si vous ne seriez pas content de ne devoir que 12%, alors que vous seriez endetté de 120% de votre revenu annuel. Vous seriez très content. Donc, on a à chaque fois une méfiance à avoir à l'égard des chiffres, mais comme on joue dans la même cour et on parle la même langue, on essaye de le faire avec les mêmes éléments de langage. Total de l'opération, de ce cercle-là, vous voyez, on part de ces 250 milliards, ils produisent, là il y a 1 million d'emplois dans les services publics, mais ils produisent une croissance et une activité économique qui permet la création d'1,5 million d'emplois privés, qui vont donc donner des salaires. Ça donne 170 milliards. Et ensuite, vous les retrouvez évidemment en carnet de commandes rempli, puisque les gens demandent. Et vous retrouvez 154 milliards en consommation populaire. La différence entre les deux, c'est l'épargne que les gens font quand ils gagnent 4 sous. Même quand ils ne gagnent pas beaucoup, puisqu'on m'a expliqué hier tout ça très bien. Et dans le détail, quel est le miracle? Que se produit-il entre les deux? Quelque chose qu'on appelle un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que pour 1 euro que vous mettez, qui est 1 euro de l'État, il va produire 1,18 €. En fait, si c'est dans l'investissement, il produira 1,31 et puis il va aller à la moyenne de 1,18. Ensuite, si vous le donnez en paye, en pouvoir d'achat, il va démarrer moins fort, puis il va être à 1,5 et il finit à 1,3. Autrement dit, 1 euro que je vous donne n'est pas dissous dans le sable, n'est pas évaporé sans qu'on sache où il est reparti dans le tuyau et il produit un plus gros euro que lui. Et c'est dans cette opération, pardon du caractère un peu grossier de ma présentation, mais du moins ça permet à chacun de se rappeler que de l'argent, quand il est dépensé, sert à quelque chose et qu'on doit s'interroger sur à quoi on l'a dépensé, c'est la seule question qui vaille. Mais il produit ce résultat et donc ça va donner des cotisations, des impôts sur le revenu, de la TVA et de nouveaux impôts grâce à la nouvelle organisation. 250 milliards d'euros d'un côté, 267 dans l'autre. À la sortie du circuit, notre modèle de gouvernement, l'économie des besoins, c'est-à-dire qui part de ça, des emplois publics, du service public, de la bifurcation écologique et des services publics, aura permis de gagner un budget positif de 17 milliards par an.